Après un accident qui l'a rendu paralysé, le millionnaire a été abandonné par sa femme, mais il a été sauvé par l'amour de sa femme de ménage. Julien Morel n'était pas simplement un nom dans les couloirs des grandes tours vitrées de la Défense. Il était le symbole d'une génération ambitieuse, celle qui avait compris les rouages du marché immobilier parisien avant ses concurrents. À seulement 30 ans, Julien avait bâti un empire florissant, fondé sur des investissements audacieux, une lecture fine du marché et une capacité rare à séduire les investisseurs comme à convaincre les plus sceptiques. Sa silhouette élancée, ses costumes impeccablement taillés sur mesure, sa montre suisse discrète mais hors de prix, tout en lui inspirait le respect et la fascination. Dans les soirées mondaines de la capitale, on le reconnaissait à sa manière de ne jamais trop en dire, de rester en retrait, tout en imposant naturellement sa présence. Marié depuis 4 ans à Sophie, une ancienne mannequin devenue influenceuse lifestyle, Julien menait une existence que beaucoup enviaient. Leur appartement haussmannien situé entre les jardins du Luxembourg et la rue de Rennes semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Parquet ancien, moulures au plafond, cuisine ouverte à l'américaine, terrasse fleurie avec vue sur les toits de Paris. Le couple incarnait la réussite moderne. Lui, l'homme d'affaires brillant mais discret. Elle, la beauté solaire aux milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils formaient un duo complémentaire, du moins en apparence. Dans l'ombre de cette perfection millimétrée, vivait Camille Bernard, la femme de ménage du couple. 30 ans, elle aussi, originaire de Saône-et-Loire, elle avait quitté sa région natale pour tenter sa chance à Paris après le décès de son père. Engagée comme aide ménagère dans des domiciles privés, elle avait intégré le foyer Morel 4 ans auparavant, quelques mois après le mariage de Julien et Sophie. Dès le départ, son profil avait séduit par sa discrétion, sa régularité et son efficacité. Elle arrivait tôt le matin, repartait avant midi, ne parlait presque pas et ne posait jamais de questions, à tel point qu'on aurait pu croire qu'elle faisait partie des meubles. Julien, absorbé par ses affaires, croisait rarement son regard. Sophie, elle, lui adressait des ordres brefs, souvent sans un merci. Camille, pourtant, observait. En silence, elle avait vu les sourires s'effacer entre Julien et Sophie, les dîners à deux devenir rares, puis inexistants. Elle entendait les disputes étouffées, les portes qui claquaient, les silences lourds au petit matin. Elle voyait les regards de Julien, parfois perdus dans le vide, comme s'il cherchait à se souvenir d'un bonheur qui ne lui appartenait plus. Et elle nettoyait, rangeait, repliait les draps, astiquait les miroirs sans jamais commenter ce qu'elle percevait. Un lundi matin, tout semblait pourtant normal. Julien se préparait pour un déplacement à Lyon, où une présentation cruciale l'attendait devant un groupe d'investisseurs internationaux. Sophie était déjà partie, probablement pour une séance photo ou un tournage de contenu pour ses abonnés. Camille, fidèle à ses habitudes, s'affairait dans la cuisine. Julien, concentré sur ses documents, ne remarqua même pas sa présence. Il prit un café rapidement, noua sa cravate avec précision devant le miroir du salon et s'apprêta à quitter l'appartement. Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est qu'il ne reviendrait jamais dans ce même état, que la journée ordinaire qu'il croyait vivre marquerait en réalité la fin de tout ce qu'il connaissait. Le taxi qui l'attendait en bas devait l'emmener à la gare de Lyon, d'où il prendrait le TGV. Mais Julien, pressé, changea ses plans à la dernière minute. Il décida de prendre sa propre voiture, une berline allemande grise anthracite, pour « gagner du temps », comme il le disait souvent. Il ne voulait pas être tributaire des horaires, encore moins perdre une minute précieuse. Camille le vit partir par la grande porte, sacoche à la main, toujours aussi maître de lui. Elle ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait marcher. Sur l'autoroute A6, quelque part entre Fontainebleau et Auxerre, le ciel commença à se couvrir. La météo, pourtant annoncée clémente, vira brusquement à l'orage. La pluie, lourde et soudaine, rendit la chaussée glissante. À une vitesse légèrement supérieure à la limite autorisée, Julien perdit le contrôle de son véhicule dans une courbe mal signalée. La voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un fossé. Les secours mirent 20 minutes à le désincarcérer. Inconscient, il fut téléporté vers l'hôpital de Dijon, où une équipe de neurochirurgiens prit immédiatement en charge son cas. Le diagnostic fut rapide et implacable. Lésion médulaire irréversible. Julien ne marcherait plus. Son corps, du tronc jusqu'aux jambes, resterait paralysé à vie. À Paris, personne ne sut immédiatement ce qui s'était passé. Camille, en terminant son service,
trouva étrange que Julien ne soit pas revenu dans l'après-midi comme prévu. Mais ce n'était pas à elle de poser des questions. Sophie, quant à elle, apprit la nouvelle par un appel de l'hôpital dans la soirée. Elle se contenta d'un simple « merci de m'avoir prévenu » avant de raccrocher. Dans les heures qui suivirent, le monde de Julien s'effondra sans qu'il en soit conscient. Son corps brisé, ses rêves suspendus, son avenir désormais incertain, tout allait basculer. Et pourtant, dans l'ombre de cet effondrement, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait rester debout. Quelqu'un que personne ne voyait vraiment. Quelqu'un dont la vie, elle aussi, était sur le point de changer à jamais. Julien ne se réveilla pas immédiatement après l'accident. En réalité, il demeura plusieurs heures dans un état de semi-conscience, bercé entre des bribes de douleurs vives et des zones d'ombre dont il ne se souviendrait jamais. Les lumières des néons, les voix précipitées, les alarmes d'oxygène, le bruit lointain des hélices de l'hélicoptère médicalisé. Tout cela formait une sorte de rêve fragmenté dont il ne parvenait pas à s'extraire. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, un plafond blanc, froid et impersonnel s'offrit à lui. Il ne bougea pas tout de suite, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que son corps ne lui répondait pas. Ce fut une infirmière qui remarqua qu'il avait repris conscience. Elle s'approcha lentement, posa une main douce sur son bras, lui adressa quelques mots rassurants. Julien voulut parler, mais sa gorge était sèche, comme râpée par du sable. Il essaya de bouger ses jambes. Rien, pas même une contraction. Il tenta alors de relever le torse, sans succès. Une panique sourde l'envahit. Il tourna les yeux avec précaution, regarda les équipements autour de lui, les perfusions, les moniteurs. Ce n'était pas un simple accident. Quelque chose de plus grave s'était produit. Il le sentit au plus profond de son être. Dans les heures suivantes, les médecins vinrent à sa rencontre, d'abord prudents, puis plus clairs. Une fracture sévère de la colonne vertébrale, avec compression de la moelle épinière au niveau thoracique. Aucune opération ne pouvait inverser les dégâts. Julien resterait paralysé du torse jusqu'aux pieds. Les termes techniques s'enchaînaient, mais un seul mot restait en boucle dans son esprit. Irréversible. Il n'était pas seulement blessé, il était définitivement changé. Les jours passèrent dans la chambre d'hôpital comme dans un tunnel sans lumière. Julien, qui avait toujours tout contrôlé, tout planifié, se retrouvait prisonnier d'un corps qui ne lui appartenait plus. Les soins, les examens, les toilettes médicalisées, les changements de position. Chaque geste, chaque aide, chaque contact lui rappelait son impuissance. Il se sentait diminué, exposé, humilié même, malgré le professionnalisme du personnel. Le monde extérieur, lui, semblait avoir continué sans lui. Sophie n'était toujours pas venue. Il avait attendu. Les premières heures, il s'était convaincu qu'elle devait être en route. Les jours suivants, il avait cherché des excuses à son absence. Un déplacement, un choc émotionnel, peut-être un malaise. Mais après une semaine, il comprit. Elle avait fui. Il tenta de l'appeler. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Les messages restaient sans réponse. Pas même un accusé de réception. Il envoya des textos plus courts, plus désespérés, des appels muets à l'aide. Rien. Silence total. C'est un avocat qui finit par se présenter. Costume sobre, attaché-case en cuir, attitude distante. Il annonça représenter Madame Sophie Morel. Julien, encore affaibli, tenta de comprendre. L'homme déposa un dossier sur la petite table à roulettes près du lit. Une demande de divorce à l'amiable, avec une proposition de séparation des biens. Aucun mot de Sophie, aucune explication, juste des papiers froids, juridiques, administratifs. Julien n'eut même pas la force de les ouvrir. Il ferma les yeux, sentit une brûlure dans la poitrine, mais ce n'était pas physique, c'était autre chose. Un effondrement silencieux. Les médecins remarquèrent un changement brutal dans son attitude. Il refusait de manger, parlait à peine. Il rejetait les séances de rééducation, tournait la tête lorsque les kinésithérapeutes entraient. Le psychiatre de l'hôpital tenta de lui parler en vain. Julien avait toujours été fort, résilient, mais la double fracture, celle du corps et celle du cœur, le laissait sans ressources. Il n'avait jamais envisagé la trahison de celle qu'il pensait être son pilier. Sophie, avec qui il avait partagé tant de projets, tant de moments d'exposition publique, tant d'images parfaites. Elle n'avait pas seulement disparu, elle l'avait effacée. Pendant ce temps, à Paris, l'appartement restait vide. Camille, informée du drame par l'assistante personnelle de Julien, continua malgré tout à venir chaque matin.
Elle nettoyait les pièces silencieuses, arrosait les plantes, ouvrait les fenêtres pour faire entrer un peu d'air, comme si Julien allait revenir d'un moment à l'autre. Personne ne lui disait rien. Elle posait quelques questions à l'assistante, qui se contentait de répondre que l'état était grave mais stable. Alors elle attendait. Et chaque jour, elle reprenait sa routine, avec une lenteur inhabituelle, traînant parfois dans les pièces, regardant les photos sur les murs un peu plus longtemps qu'avant. Julien resta à l'hôpital plusieurs semaines. Son corps se stabilisa, mais son esprit, lui, restait figé. Il ne parlait que très peu, sauf aux médecins. Son visage, jadis expressif et assuré, semblait désormais sculpté dans la pierre. La douleur physique était désormais secondaire. Ce qui le rongeait venait de l'intérieur, comme une morsure invisible. Il passait des heures à fixer le plafond, refusant parfois les visites même de ses associés. L'entreprise tournait sans lui, grâce à une équipe solide. Mais lui n'en avait que faire. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était morte dans ce virage. Un jour, un médecin lui posa une main sur l'épaule et lui dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Julien ne répondit pas. Chez lui. Que signifiait ce mot désormais? L'appartement n'était plus qu'une coquille vide. Sa femme ne l'y attendait pas, son quotidien n'existait plus. Et pourtant, il n'avait pas d'autre choix. Il signa les papiers de sortie, écouta distraitement les recommandations médicales et se laissa transporter dans une ambulance qui le ramènerait à Paris. Ce fut un trajet silencieux. La ville lui sembla différente, plus froide, plus grande, plus étrangère, comme s'il était devenu un visiteur dans sa propre vie. Le retour de Julien à Paris ne fut pas un événement, ni même un soulagement. Ce fut un constat brutal et silencieux de tout ce qu'il avait perdu. L'ambulance le déposa en fin d'après-midi devant l'immeuble de la rue Madame. Le chauffeur ne fit aucun commentaire. Le brancard passa par l'entrée principale, sous le regard indifférent du concierge, et un ascenseur spécial installé temporairement à la demande de l'hôpital le mena jusqu'au 4e étage. Lorsqu'il entra enfin dans son appartement, le contraste fut cruel. Tout était exactement à sa place, comme figé dans le temps, comme si rien ne s'était passé. Mais rien, justement, ne serait plus jamais comme avant. Le salon baignait dans une lumière dorée de fin de journée. Les coussins sur le canapé étaient parfaitement agencés, les livres soigneusement empilés sur la table basse, un vase rempli de roses pâles trônait encore sur la commode, probablement laissé par Camille, fidèle à sa routine. Pourtant, Julien ne sentit aucune chaleur, aucune familiarité. Cet espace, qu'il avait autrefois façonné selon ses goûts, lui paraissait soudain étranger. Il regarda longuement les murs, les cadres, les objets décoratifs choisis avec Sophie lors de leurs nombreux voyages, et ce fut comme observer la vitrine d'un musée dédié à une vie qu'il ne reconnaissait plus. Il fut installé dans la chambre d'amis, réaménagée en pièces médicalisées. Un lit articulé, un fauteuil roulant, des barres d'appui, un chariot de soins, tout était prêt, fonctionnel, neutre. Julien, qui avait autrefois dirigé des chantiers complexes et donné des ordres à des dizaines d'architectes, ne pouvait même plus atteindre seul la poignée d'un tiroir. Une équipe de soignants recrutés par sa mutuelle commença à se relayer. Ils étaient compétents mais impersonnels, des visages nouveaux chaque jour, des voix qui répétaient les mêmes phrases rassurantes sans vraiment attendre de réponse. Julien les supportait à peine. Il finit par renvoyer les 2 premiers auxiliaires de vie après quelques jours, arguant qu'il avait besoin d'espace. En réalité, il ne supportait pas leur regard. Ce regard mêlé de compassion et de gêne qu'il retrouvait dans chaque interaction. Ce fut Camille qui resta, comme toujours. Elle ne changea rien à ses habitudes. Elle arrivait le matin, déposait son manteau près de l'entrée, mettait ses gants en latex et se mettait au travail. Elle saluait Julien d'un simple « Bonjour, monsieur Morel », sans insister, sans commentaire. Elle n'essayait pas de le faire parler, ne s'apitoyait pas sur son sort. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait, nettoyer, ranger, remettre en ordre. Et cette constance, paradoxalement, fut ce qui maintint Julien à flot. Mais derrière cette mécanique, le vide restait immense. Julien ne comprenait toujours pas. L'absence de Sophie n'était plus seulement un choc. Elle devenait une question obsédante, un trou noir dans sa mémoire immédiate. Il repensait à leur dernier échange avant le départ à Lyon. Une discussion banale, presque sans émotion. Elle lui avait souhaité bonne chance, lui avait demandé de lui rapporter une boîte de macarons de sa pâtisserie préférée, puis elle s'était penchée pour l'embrasser sur la joue.
Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Rien dans son attitude ne signalait qu'elle allait disparaître. C'est cette absence de signe, cette fuite sans préavis qui le hantait plus que le reste. Il avait tenté de joindre ses parents. Il n'avait pas de nouvelles non plus. Quelques amis communs, vaguement au courant de l'accident, s'étaient contentés de messages polis, sans poser de questions. Le monde de Julien, jadis si peuplé, si actif, semblait s'être vidé à mesure que sa mobilité avait disparu. Et au milieu de cette solitude, un nom revenait sans cesse dans son esprit, Sophie. Où était-elle? Pourquoi ne venait-elle pas? Pourquoi ne répondait-elle à aucun message, aucune lettre, aucun appel de l'hôpital ou du cabinet d'avocat? Avait-elle vraiment tourné la page aussi brutalement? Était-il devenu si facile à oublier? Camille, elle, ne posait pas de questions. Elle constatait sans juger. Mais elle voyait bien que quelque chose en Julien se brisait un peu plus chaque jour. Elle entendait les soupirs, percevait l'amertume dans ses silences, notait ses réveils de plus en plus précoces et ses nuits sans sommeil. Elle savait, sans jamais rien dire, que ce n'était pas seulement la douleur physique qui le rongeait, mais bien celle de l'abandon. Un abandon d'autant plus cruel qu'il était silencieux. Il n'y avait pas eu de cris, pas de dispute, pas de rupture verbale, juste un effacement, comme si Julien n'existait plus dans l'univers de Sophie. Un matin, en arrivant plus tôt que d'habitude, Camille trouva Julien dans le salon, seul dans son fauteuil. Il avait roulé jusque-là sans l'aide de personne, ce qui relevait d'un exploit. Il fixait la baie vitrée, le regard vide. Elle s'approcha doucement, ne voulant pas le surprendre. Il ne tourna même pas la tête. Il murmura presque pour lui-même « Je pensais qu'elle m'aimait. Je croyais qu'elle m'aimait vraiment. » Ces mots, fragiles, égarés, brisèrent quelque chose chez Camille. Mais elle se contenta de répondre doucement. Parfois on croit à une histoire qui n'était vraie que pour nous. Puis elle retourna dans la cuisine, comme si de rien n'était. Mais elle ne put retenir ses larmes en lavant les verres. Ce fut à partir de ce jour-là que Julien cessa de chercher des explications. Il ne parla plus de Sophie, il ne mentionna plus son nom. Il signa les papiers du divorce sans lire les clauses. Il la raya de son esprit, non pas par choix, mais par instinct de survie. Et peu à peu, dans ce vide laissé par l'amour trahi, une autre présence plus discrète, plus constante, commença à occuper un espace inattendu, celle de Camille, qui, sans promesse, sans attente, sans aucun mot de trop, restait, jour après jour. Le silence devint l'élément dominant de la vie de Julien. Ce n'était pas un silence apaisant, comme celui que l'on recherche pour se ressourcer, mais un silence épais, presque physique, qui s'imposait dans chaque pièce de l'appartement. Dès les premiers jours de son retour, cette sensation d'être enfermé dans une prison invisible s'intensifia. L'endroit qu'il avait autrefois considéré comme un sanctuaire personnel, un espace de confort, d'ordre et de maîtrise, s'était transformé en un terrain étranger. Tout y était familier, et pourtant tout y devenait inaccessible. Les objets quotidiens lui échappaient. Chaque déplacement, chaque tentative de retrouver une certaine autonomie se heurtait à une contrainte inattendue. L'absence d'escaliers ou de marches n'y changeait rien. Les meubles étaient trop bas, les interrupteurs trop hauts, les poignées trop éloignées. Même le simple fait d'atteindre un livre posé sur une étagère devint une tâche complexe. Julien, dont l'orgueil avait toujours été un moteur, vivait cette dépendance comme une humiliation. Il ne supportait pas les gestes trop attentionnés, les regards pleins de pitié, les phrases toutes faites de ceux qui venaient prendre soin. Il avait besoin de distance. C'est pour cette raison qu'il licencia très rapidement les professionnels de santé mis à disposition. Il supportait mal leur manière de parler de lui à la troisième personne, même en sa présence, ou leur sourire mécanique. Il sentait dans leurs gestes une compassion forcée, une bienveillance professionnelle qui, bien qu'utile, lui rappelait sans cesse son état. Il resta donc seul, hormis les passages obligatoires d'une infirmière pour les soins médicaux les plus complexes. Tout le reste, il tenta de le gérer comme il pouvait, souvent avec frustration, parfois avec colère. Il refusa toute aide psychologique. Les propositions de séances de soutien, de groupes de parole ou même de simple accompagnement thérapeutique furent systématiquement rejetées. Il voulait le silence. Il voulait disparaître du regard des autres. Mais dans ce retrait, il se confrontait surtout à lui-même. Ses pensées tournaient en boucle. Il repensait à l'accident, à la fraction de seconde où tout avait basculé, à la manière dont sa vie s'était écroulée sans qu'il ait pu anticiper ou réagir.
Camille, pendant ce temps, continua à venir. Son rôle, au départ limité au ménage, s'élargit naturellement, sans qu'aucun des deux ne le formule. Elle s'adapta. Elle ne posait toujours pas de questions. Elle faisait en sorte de ne jamais être intrusive. Elle s'assurait que tout soit propre, que les draps soient changés, que les sols soient désinfectés, que les fenêtres soient ouvertes chaque matin pour aérer. Mais peu à peu, elle commença à remarquer les détails que d'autres auraient ignorés. Un verre laissé trop loin sur la table, une bouteille d'eau vide sur le sol, une chemise tachée posée au pied du lit, des indices discrets d'un quotidien bancal que Julien s'efforçait de cacher. Elle ne dit rien, mais elle modifia légèrement sa routine. Elle laissa des objets à porter. Elle remplaça certains meubles sans prévenir, installa de petites étagères basses dans la salle de bain. Elle déplaça les ustensiles de cuisine pour les rendre plus accessibles. Elle glissa des tapis antidérapants, cousit des poignées sur certaines portes. Julien remarqua tout cela, bien sûr. Il ne disait rien non plus, mais il ne les refusait pas. Il comprenait que ces gestes, bien que silencieux, étaient pensés pour lui. Et cette discrétion lui plaisait plus que n'importe quel discours. Les journées suivaient un rythme étrange. Julien se réveillait tôt, souvent avant le lever du soleil. Il restait de longues minutes à contempler le plafond sans bouger. Il écoutait les sons de la ville se réveiller, les voitures, les volets qui s'ouvrent, les oiseaux parfois. Puis venait le moment du lever, long et fatigant, qu'il faisait désormais seul avec méthode malgré les douleurs. Il prenait un petit déjeuner frugal, la plupart du temps sans appétit. Le reste de la journée s'écoulait entre quelques lectures, des tentatives maladroites de travailler à distance avec son entreprise, rapidement abandonnées, et des moments de vide où il restait simplement immobile, perdu dans ses pensées. Camille arrivait toujours à la même heure. Elle frappait doucement, entrait sans bruit, s'occupait de ses tâches avec précision. Parfois, Julien l'observait sans qu'elle ne le voie. Il la voyait plier le linge avec une concentration méticuleuse, ranger les placards sans se précipiter, essuyer les vitres avec régularité. Elle semblait animée d'une force tranquille, d'une sorte de résilience discrète. Il se surprit à se demander quelle était son histoire. Pourquoi une femme comme elle, visiblement cultivée, travaillait-elle encore comme femme de ménage à 30 ans passés? Il n'osa pas poser la question. Mais la solitude devenait pesante, même pour un homme aussi fier que Julien. Le silence, à force de s'étirer, devenait une forme de compagnie toxique. Il avait cru que l'isolement l'aiderait à se reconstruire, mais il comprenait désormais qu'il l'enfermait. Il commença à attendre, inconsciemment, les matins où Camille franchissait la porte. Ce n'était pas pour parler, ce n'était pas pour être aidé. C'était juste pour sentir qu'une présence humaine partageait le même espace que lui. Une présence qui ne fuyait pas, qui ne le regardait pas comme un corps cassé, mais comme un homme encore debout malgré tout. Un soir, alors que Camille s'apprêtait à partir, Julien la remercia. Ce fut bref, presque chuchoté. Elle s'arrêta une seconde, surprise, puis hocha la tête sans un mot. Ce simple échange, banal en apparence, fut en réalité un tournant. Il marquait la première fissure dans le mur que Julien avait érigé autour de lui. Une reconnaissance implicite, une ouverture infime. Il ne le savait pas encore, mais dans cette maison désormais vide d'amour, un autre lien plus fragile, plus sincère, était en train de naître. Ce jour-là, Paris était enveloppé d'un ciel gris, menaçant. Une de ces journées où le froid semble pénétrer jusque dans les murs des vieux immeubles haussmanniens. L'hiver s'était installé sans prévenir, et un vent glacial balayait les trottoirs, emportant avec lui les dernières feuilles mortes accrochées aux arbres du boulevard Raspail. Dans l'appartement de Julien Morel, les radiateurs ronronnaient sans parvenir à réchauffer totalement l'atmosphère. Il faisait plus froid que d'habitude, mais ce n'était pas seulement une question de température. Il y avait une lourdeur dans l'air, un silence plus dense, comme si quelque chose s'était brisé encore un peu plus dans l'invisible routine du quotidien. Julien ne voulait pas sortir de son lit ce matin-là. Pour la première fois depuis son retour à domicile, il refusa catégoriquement de se lever, même pour les soins de base. Il ne voulait voir personne, ne voulait entendre personne. Lorsqu'on frappa à la porte, il ne répondit pas. Il tourna simplement la tête vers la fenêtre, les yeux ouverts mais absents. L'infirmière du matin tenta de l'approcher, mais il resta muet, indifférent à ses mots et à ses gestes. Elle finit par quitter la chambre en silence, laissant derrière elle un plateau de petit déjeuner intact. Camille arriva peu après.
Elle fut immédiatement alertée par le silence inhabituel. D'habitude, même dans son mutisme, Julien montrait un minimum de réactivité. Un signe de tête, un regard, parfois une remarque sèche. Mais ce matin-là, rien. Elle passa la tête par la porte entr'ouverte de la chambre, le vit allongé, immobile, les yeux grands ouverts. Elle ne dit rien. Elle referma doucement la porte, retira ses gants de nettoyage et entra dans la cuisine. Elle resta là quelques secondes, figée. Elle réfléchissait. Elle se souvenait d'un moment similaire, des années auparavant, quand son petit frère était tombé dans une profonde dépression après la mort de leur père. Lui aussi avait cessé de parler, refusé de manger, s'était enfoncé dans un mutisme dangereux. Et ce n'étaient pas les mots, ni les discours des adultes qui l'avaient ramené. C'était une soupe, une simple soupe, préparée par leur grand-mère, selon une recette familiale ancestrale. Une soupe qui, sans rien promettre, avait apporté un peu de chaleur au milieu du froid. Camille sortit une casserole. Elle rassembla les ingrédients dans les placards. Pommes de terre, carottes, oignons, un reste de poireaux, un peu de thym. Elle lava, éplucha, coupa, dans un silence presque sacré. L'eau bouillonnait doucement. La vapeur remplissait la cuisine d'une odeur de légumes et d'herbes. Lorsqu'elle eut terminé, elle versa la soupe dans un bol épais, ajouta une tranche de pain grillé frotté à l'ail et posa le tout sur un plateau avec une cuillère en bois. Puis elle frappa doucement à la porte de la chambre. Julien ne répondit pas. Elle entra quand même. Elle avança jusqu'au fauteuil à côté du lit, posa le plateau sur la table roulante, puis s'assit, sans dire un mot. Elle ne chercha pas à le convaincre. Elle ne le regarda même pas directement. Elle attendit. 5 minutes passèrent, 10 minutes. Puis, dans un geste lent, Julien tourna la tête vers elle. Son regard croisa le bol fumant. L'odeur familière, réconfortante, remonta à lui comme un souvenir oublié. Il remua légèrement les doigts. Puis, sans un mot, il leva faiblement la main comme pour demander de l'aide. Camille ne montra aucun signe d'émotion. Elle s'approcha, prit la cuillère, souffla doucement dessus, puis la porta aux lèvres de Julien. Il goûta, ferma les yeux, avala. Un goût simple, profond, chaud. Il ouvrit les yeux à nouveau, la regarda. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire à peine visible se dessina sur son visage. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire de reconnaissance, de soulagement peut-être, un signe de vie. Camille, sans changer d'attitude, continua à lui donner une cuillère après l'autre, lentement, avec patience. Il mangea tout. Ce jour-là, quelque chose bascula. Le lendemain, Julien se leva. Pas facilement, pas rapidement, mais il se leva. Il accepta l'aide pour s'installer dans son fauteuil pour se déplacer jusqu'au salon. Il resta silencieux, mais son regard avait changé. Il y avait dans ses gestes une forme de volonté nouvelle, comme si le goût de cette soupe, aussi banale soit-il, avait ravivé une étincelle. Camille continua sa routine, comme si de rien n'était. Mais elle savait que ce petit geste avait touché un endroit que personne d'autre n'avait su atteindre. Les jours suivants, Julien accepta peu à peu d'autres gestes. Une boisson chaude le matin, un livre ouvert sur la table qu'il feuilletait distraitement, un coussin réajusté derrière son dos. Il ne remerciait pas toujours, mais il ne refusait plus. Il ne renvoyait plus. Camille, fidèle à son habitude, ne forçait rien. Elle faisait tout simplement. Elle nettoyait, rangeait, cuisinait, ajustait l'environnement pour que tout soit plus fluide. Elle ne cherchait pas à briller. Elle ne cherchait pas à guérir. Elle était là, présente, stable, constante. Et c'est cette constance qui peu à peu reconstruisit Julien. Il commença même un matin à lui poser une question. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans la soupe. Elle répondit simplement « des choses que ma grand-mère aurait mises ». Ils échangèrent un regard. Ce fut tout. Mais ce tout était immense. Dans cet appartement autrefois rempli de bruit, de luxe, de mondanité, une nouvelle forme de présence s'installait. Une présence faite de gestes simples, de silences partagés, de regards honnêtes. Julien, bien qu'encore profondément blessé, sentait que quelque chose renaissait. Il ne savait pas quoi. Il n'aurait pas su le nommer. Mais il savait que cela venait de ce bol de soupe, posé un matin d'hiver, par une main qui n'avait jamais cherché à être remarquée. Depuis ce matin d'hiver où Julien avait accepté de manger la soupe que Camille lui avait préparée, une brèche s'était ouverte entre eux. Pas une brèche qui séparait, mais une fêlure discrète qui laissait passer quelque chose d'invisible,
un fil ténu mais solide reliant deux existences que tout opposait. Camille n'avait pas changé sa façon d'agir. Elle continuait d'arriver tôt, de tout nettoyer sans faire de bruit, de ranger avec méthode, de préparer quelques repas simples qu'elle laissait dans le réfrigérateur. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Julien la regardait davantage. Et Camille, bien que toujours aussi réservée, ne fuyait plus ses regards. Julien ne posait pas de questions, mais il observait. Il devinait par les gestes, par les silences, par les quelques mots qu'ils échangeaient parfois, que Camille portait en elle une douleur silencieuse, une histoire tue. Il se demandait d'où venait cette patience qu'elle avait, cette manière de ne jamais s'imposer, de ne jamais juger, tout en étant toujours juste dans ses gestes, dans ses attentions. Il sentait que ce n'était pas simplement de la gentillesse ou un professionnalisme appliqué. Il y avait autre chose, quelque chose de vécu. Ce fut un jour de pluie que Camille parla pour la première fois d'elle-même. Julien était installé dans son fauteuil, près de la fenêtre, regardant les gouttes s'écraser contre les vitres. Le ciel était d'un gris uniforme et le monde semblait suspendu dans une torpeur humide. Camille entra dans la pièce avec un torchon dans la main, prête à essuyer une étagère. Elle s'arrêta soudain, posa le torchon, puis s'assit sur le rebord de la fenêtre, à quelques mètres de lui. Julien ne tourna pas immédiatement la tête, mais il sentit qu'elle allait dire quelque chose. « Mon frère est mort il y a 10 ans », dit-elle simplement, sans préambule. La phrase résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre étouffé. Julien tourna lentement les yeux vers elle. Camille regardait la pluie, les mains posées sur ses genoux. Il s'appelait Léo. Il avait 22 ans. Un accident de moto. Un chauffard qui a grillé un feu rouge. Il est mort sur le coup. Elle ne pleurait pas. Sa voix était posée, presque douce. Mais chaque mot semblait tiré d'un endroit profondément enfoui. Julien ne répondit pas tout de suite. Il sentait son propre corps se tendre comme s'il recevait cette douleur en écho à la sienne. Camille continua. « J'étais en 2e année de biologie à Dijon. J'aimais les études. Je rêvais de devenir chercheuse. Mais après l'accident, ma mère a sombré. Mon père a tenu quelques mois avant de faire un infarctus. J'ai dû tout arrêter. Je suis montée à Paris, j'ai cherché du travail. J'ai fait ce que je pouvais. Le ménage, ça me permettait de payer le loyer et d'envoyer un peu d'argent à la maison. Julien n'avait jamais imaginé ce genre de vie derrière le visage calme et les gestes précis de Camille. Il comprenait maintenant pourquoi elle ne posait jamais de questions, pourquoi elle respectait les silences, pourquoi elle ne s'était jamais imposée. Elle savait. Elle avait connu cette forme de vide, cette fracture intérieure que rien ne répare complètement. Elle ne l'avait pas appris dans les livres ou dans les stages de formation. Elle l'avait vécu dans sa chair. « Je ne vous ai jamais raconté ça », dit-elle, en se levant doucement, « parce que je ne voulais pas que vous me regardiez autrement. Je ne veux pas de compassion. Je veux juste être utile. Et je pense que parfois, on n'a pas besoin de parler beaucoup pour comprendre. » Puis elle prit le torchon, s'approcha de l'étagère et reprit son travail comme si de rien n'était. Mais pour Julien, rien n'était plus pareil. Cette confidence avait ouvert un espace nouveau entre eux. Ce n'était plus seulement lui, l'homme brisé, et elle, la femme de ménage discrète. C'étaient deux êtres qui portaient chacun une blessure invisible, qui savaient ce que signifiait perdre, renoncer, survivre. Julien repensa à toutes les fois où il avait cru que personne ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait, et il réalisa qu'il avait eu tort. Camille comprenait, peut-être mieux que quiconque. Dans les jours qui suivirent, leurs échanges devinrent plus fréquents, plus naturels. Toujours sobres, toujours mesurés, mais habités d'une chaleur nouvelle. Camille commença à lire le journal à haute voix lorsqu'elle le voyait dans le salon. Julien écoutait, parfois commentait, parfois se contentait de l'écouter sans dire un mot. Elle mettait de la musique en nettoyant, des morceaux de piano, des chansons anciennes, des airs sans paroles qui emplissaient doucement l'espace. Julien ne lui demandait pas d'arrêter. Il ne fermait plus les portes. Un matin, alors qu'elle entrait avec un plateau de petit déjeuner, il lui demanda « Tu n'as jamais voulu reprendre tes études ?» Le « tu » fut prononcé naturellement, sans y penser. Camille leva les yeux vers lui, surprise, puis elle haussa légèrement les épaules. « J'y pense encore, mais je me suis habituée à cette vie, et parfois, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. » Julien comprit ce qu'elle voulait dire. Lui aussi avait été obligé d'accepter. Non par choix, mais par nécessité. Et pourtant, à travers cette résignation lucide, il percevait une force tranquille. Ce jour-là, il la regarda partir avec un mélange de respect
et d'admiration. Elle n'avait pas besoin de pitié. Elle n'attendait rien. Mais elle donnait. Elle offrait une forme de présence que Julien n'avait jamais connue, même dans ses années de succès et d'opulence. Une présence vraie, nue, dépourvue de calcul. Et cette vérité-là, née d'un passé douloureux, commençait doucement à le guérir. Le printemps s'était installé à Paris, discret mais résolu. Les arbres des boulevards retrouvaient leurs feuilles, les marchés de quartier se parèrent de couleurs vives, et une lumière douce baignait les façades grises de la ville. Dans l'appartement de Julien, cette transformation extérieure semblait avoir trouvé un écho intérieur. Rien de spectaculaire ne s'y déroulait, mais tout y changeait en profondeur, comme une terre retournée lentement après un long hiver. Il ne s'agissait pas de miracle, ni de révolution soudaine. C'était une série d'ajustements minuscules, presque imperceptibles, mais d'une cohérence troublante. Julien avait commencé à autoriser Camille à l'aider davantage. Ce n'était pas une demande explicite, ni une reconnaissance ouverte, mais plutôt une permission tacite, née d'un enchaînement de gestes simples. Un jour, elle lui proposa de réorganiser les tiroirs de la cuisine pour qu'il puisse attraper plus facilement certains ustensiles. Il hocha la tête. Un autre matin, elle installa un miroir amovible dans la salle de bain pour lui faciliter la toilette. Il ne protesta pas. Ces petits ajustements devenaient leur langage commun, fait d'attention et de respect, sans jamais franchir la ligne fragile de l'intrusion. Avec le temps, Camille commença aussi à intégrer à leur journée des éléments que Julien n'avait pas anticipés. Un vase de fleurs fraîches sur la table du salon, une nouvelle infusion à la verveine au lieu du thé habituel. Un disque de piano posé près de la chaîne hi-fi, qu'elle lançait doucement pendant qu'elle nettoyait. Au début, Julien se montra réservé. Il observait sans commenter, mais il ne rejetait rien. Il restait là, dans son fauteuil, à écouter, à humer, à ressentir des choses qu'il croyait mortes en lui. Il lui arrivait de sourire, de ces sourires discrets, à peine esquissés, qui naissent sans s'annoncer. Lorsqu'elle lisait le journal à haute voix et s'en mêlait dans un mot compliqué, lorsqu'elle riait doucement en racontant une anecdote insignifiante sur une voisine trop bavarde ou un client étrange croisé dans le métro. Julien ne riait pas encore, mais ses yeux se plissaient, son regard se faisait plus doux. Il la regardait autrement, non plus comme une employée silencieuse, mais comme une femme singulière, mystérieuse, précieuse. Il se rendit compte qu'il attendait sa venue, que chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, une partie de lui espérait entendre ses pas dans le couloir, le cliquetis de ses clés, le souffle de sa voix qui murmurait un « bonjour » presque inaudible. Ce n'était pas de la dépendance. C'était une habitude nouvelle, rassurante, chaleureuse. Et dans le désert affectif où il se trouvait depuis des mois, cette habitude valait de l'or. Camille, elle, restait fidèle à sa ligne de conduite. Elle ne posait pas de questions, elle ne demandait rien. Mais elle offrait. De son temps, de son écoute, de son attention aux détails. Elle avait commencé à l'aider pour certains gestes plus intimes, le changement de vêtements, l'hygiène, les soins corporels, toujours avec une pudeur absolue, un professionnalisme muet. Julien, au départ mal à l'aise, avait peu à peu abandonné ses résistances, non parce qu'il n'avait plus le choix, mais parce qu'avec elle, ses gestes perdèrent leur connotation humiliante. Ils devenaient neutres, nécessaires, presque normaux. Un jour, alors qu'elle l'aidait à repositionner ses jambes sur le fauteuil, il lui demanda comment elle faisait pour être si patiente. Elle répondit simplement « Parce que je sais ce que c'est d'avoir besoin des autres sans vouloir le montrer ». Cette phrase resta dans l'esprit de Julien longtemps après son départ. Elle résumait tout. Elle contenait en quelques mots une compréhension silencieuse, une empathie authentique, que personne dans son entourage n'avait su lui offrir, pas même Sophie, dans les moments les plus intimes de leur relation passée. Il commença à reprendre le contrôle sur certains aspects de sa vie. Avec l'aide d'un ami de longue date, il réorganisa une partie de ses activités professionnelles à distance. Il mit en place une structure légère pour gérer ses investissements. Délégua davantage, mais sans se désengager totalement. Il voulait sentir qu'il avait encore un rôle, une utilité, une influence sur le monde extérieur. Ce n'était pas une renaissance spectaculaire, plutôt un redémarrage lent, méthodique, prudent. Camille l'accompagna aussi dans sa rééducation légère. Elle se renseigna sur les exercices recommandés, les mouvements à faire chaque jour pour éviter l'atrophie. Elle l'encourageait doucement, sans jamais le forcer. Parfois, elle comptait les répétitions à voix basse. D'autres fois,
Elle restait simplement assise à ses côtés, lui tenant la main lorsqu'il perdait patience ou que la douleur se faisait trop forte. Julien se surprenait à chercher ce contact, à ne pas le repousser. Il ne parlait pas d'eux, jamais de sentiments, jamais de ce qu'il ressentait réellement. Tout passait par les gestes, les silences, les regards. Il n'y avait pas de promesses, pas de projets partagés, mais il y avait une évidence qui s'installait de jour en jour dans cette proximité née de la douleur et de la persévérance. Et Julien, qui avait toujours cru que l'amour se construisait sur l'attraction, la passion, l'admiration mutuelle, découvrait une vérité plus profonde, que l'amour pouvait aussi naître de la patience, de la présence, de l'invisible. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Camille oublia son écharpe. Julien la remarqua sur la chaise près de l'entrée. Il la prit, la posa sur ses genoux et attendit son retour. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, ils échangèrent un regard. Elle s'approcha, prit l'écharpe et le remercia d'un ton bas. Julien, dans un élan qu'il ne comprit pas lui-même, posa la main sur la sienne avant qu'elle ne se retourne. Juste un instant. Un simple contact. Elle ne retira pas sa main. Puis elle partit. Ce soir-là, Julien resta longtemps éveillé. Qu'il repensait à ce simple geste, à ce qu'il signifiait, à tout ce qu'il n'osait pas encore dire, mais il savait, quelque chose naissait, et c'était réel. L'horloge du salon venait à peine d'indiquer 10 heures du matin lorsque le portier de l'immeuble appela sur l'interphone. Camille, qui était en train de plier du linge dans la chambre d'amis, décrocha machinalement. La voix tremblante du concierge résonna faiblement. « Il y a une dame qui dit être Madame Morel. Elle demande à monter. » Camille resta figée quelques secondes. Ce nom, ce souvenir, cette ombre. Elle ne répondit pas tout de suite, puis lâcha d'un ton neutre « Je vais prévenir Monsieur Morel. » Elle raccrocha, s'essuya les mains, inspira profondément et s'approcha du fauteuil où Julien lisait comme chaque matin depuis quelque temps. « Julien, il y a une visite. Le concierge dit que c'est Sophie. » Le nom flotta dans l'air comme une bourrasque glacée. Julien, d'abord impassible, posa lentement son livre sur les genoux. Il ne parla pas. Il fixa le vide pendant quelques instants, les muscles de son visage immobile, comme s'il venait d'entendre quelque chose qu'il n'avait jamais pensé devoir réentendre. Puis, sans émotion apparente, il murmura « Fais-la monter ». Camille recula d'un pas. Elle acquiesça silencieusement et retourna vers l'interphone. Quelques minutes plus tard, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Camille ouvrit. Sophie Morel se tenait là, vêtue d'un manteau long couleur crème, les cheveux attachés, des lunettes noires dissimulant une grande partie de son visage. Elle semblait plus mince, plus pâle, mais toujours aussi belle, d'une beauté froide et distante. Sans attendre d'être invitée, elle entra dans l'appartement et balaya la pièce du regard. Elle s'arrêta net en voyant Julien dans son fauteuil, à quelques mètres du canapé. Le choc fut visible. Elle ne s'attendait pas, malgré tout, à le voir ainsi. Le silence entre eux fut pesant. Julien ne dit rien. Camille resta en retrait, immobile, comme une silhouette figée dans un décor tendu. Puis Sophie s'approcha lentement et rompit enfin le silence. « Je sais que je n'ai pas été là. Je sais que j'ai disparu. Mais j'étais perdu, Julien. J'avais besoin de temps, de distance. » Julien ne bougea pas. Il ne détourna pas les yeux, mais ne répondit toujours pas. Sophie poursuivit. « Quand j'ai appris pour l'accident, j'ai paniqué. Je n'ai pas su comment réagir. Tout s'est écroulé si vite. Et je ne savais pas si je serais capable d'affronter cette nouvelle vie avec toi. Alors j'ai fui. Je m'en veux, Julien. Mais je suis là maintenant. » Camille, à ces mots, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle détourna le regard, fit mine de remettre en place un coussin sur le canapé, comme si sa présence devait rester invisible. Julien, quant à lui, la suivait du coin de l'œil. Il voyait son trouble. Il savait. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il enfin d'une voix basse mais ferme. Sophie s'approcha encore, s'assit sur le canapé, juste en face de lui. « Parce que je t'ai vu dans une vidéo d'un de tes anciens collègues. Il disait que tu remontais la pente, que tu reprenais le contrôle de ton entreprise. Et j'ai réalisé que tu es toujours toi, le Julien que j'aimais. » Elle tendit la main vers lui, sans oser le toucher. « Je veux qu'on essaye de nouveau. Je suis prête cette fois. » Julien sentit une douleur sourde monter en lui, pas physique mais ancienne, profonde. Il regarda longuement cette femme qu'il avait aimée, qu'il avait cru être son avenir, et qui était partie sans un mot quand il était tombé.
Il se rappela les nuits vides, les matins de silence, les douleurs endurées seules. Il pensa à Camille, à sa constance, à ses gestes, à ses silences pleins de présence. Et soudain, tout devint clair. « Tu es parti », dit-il calmement. « Et tu es resté parti pendant tous ces mois. Tu n'as pas envoyé un mot, pas passé un appel. Tu n'as pas demandé comment j'allais, si j'étais vivant. Tu n'as pas eu peur de ma souffrance. Tu as eu peur de ce qu'elle allait exiger de toi. Et maintenant que je me tiens debout autrement, que je recommence à respirer, tu veux revenir. Mais il est trop tard, Sophie. » Elle blêmit. Elle voulut répondre, mais Julien leva légèrement la main, interrompant tout débat. « Je ne suis plus celui que tu as connu, et tu n'es plus celle que j'aurais pu aimer. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, m'a changé. Tu n'as pas voulu m'accompagner dans ce changement. Tu n'as pas été là quand j'étais au plus bas. Alors tu ne peux pas être là maintenant que j'essaie de remonter. » Sophie se leva visiblement secouée. Elle recula de quelques pas, la bouche entr'ouverte, les mains tremblantes. Camille détourna les yeux, gênée, mais le cœur serré par l'intensité du moment. Julien poursuivit plus doucement. « Je te souhaite d'être heureuse, mais pas ici, pas avec moi. » Sophie resta immobile quelques secondes, puis tourna les talons et quitta l'appartement sans un mot. La porte se referma doucement. Le silence revint. Camille ne bougea pas. Elle se tenait toujours près du canapé, les mains crispées sur un coussin. Julien, après un long moment, tourna la tête vers elle. « Tu peux rester un peu ?» demanda-t-il. Elle s'approcha, s'assit au bord du canapé. Il ne dit rien d'autre. Ils restèrent là, côte à côte, les regards tournés vers la fenêtre, tandis que Paris, derrière les vitres, poursuivait son souffle régulier. Rien ne fut ajouté. Mais ce silence-là n'était plus vide. C'était un silence plein de sens. Le lendemain du départ de Sophie, l'appartement resta enveloppé d'un silence encore plus dense que d'habitude. Camille arriva comme chaque matin, à la même heure, les cheveux attachés, le pas discret. Elle ne demanda rien. Elle savait. Elle avait entendu de la cuisine chaque mot échangé, chaque souffle, chaque silence entre Julien et Sophie. Et même sans comprendre tous les détails, elle avait perçu l'essentiel. La porte s'était définitivement refermée sur une histoire qui, malgré tout, avait continué à hanter les lieux. Mais maintenant, elle avait un terme. Et dans ce terme, une ouverture. Camille nettoya les pièces, comme elle le faisait toujours, mais avec une lenteur inhabituelle. Elle arrangeait, déplaçait les objets avec précaution, comme si elle marchait sur les fragments invisibles de ce qui avait été brisé. Julien restait dans le salon, silencieux, les yeux perdus dans la lumière qui filtrait à travers les rideaux. Il ne parlait pas. Il semblait absorbé ailleurs. Camille, elle, ressentait une tension qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quelque chose était suspendu entre eux, une attente indéfinissable, et elle ne savait pas comment l'aborder. Elle termina son service un peu plus tôt que d'habitude ce jour-là. Mais avant de partir, elle prit une décision. Une décision qu'elle avait repoussée depuis longtemps, qu'elle n'avait jamais osé envisager réellement. Dans la nuit, elle rédigea une lettre, pas longue, juste assez pour dire ce qu'elle portait en elle depuis des mois. Les mots, une fois lancés sur le papier, vinrent plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne cherchait pas à convaincre, elle ne suppliait pas. Elle disait simplement la vérité. Le matin suivant, elle arriva comme toujours, mais cette fois, elle ne resta pas. Elle posa une enveloppe sur la table du salon, à côté du fauteuil de Julien, puis repartit avant même qu'il ne se réveille complètement. L'enveloppe était blanche, sans nom, mais il sut immédiatement d'où elle venait. Il la regarda longuement sans l'ouvrir. Le papier semblait presque peser dans l'air, comme si son contenu allait changer l'équilibre fragile qu'il avait construit. Quand il l'ouvrit enfin, les premières lignes le frappèrent d'une force inattendue. Camille écrivait avec la même simplicité que dans ses gestes. Elle ne tournait pas autour du sujet. Elle commençait par le remercier, non pour quelque chose de précis, mais pour l'avoir laissé exister près de lui, pour ne jamais l'avoir humilié, ignoré, rejeté, pour l'avoir regardé comme une femme, même sans le dire. Elle parlait ensuite de sa décision de partir, non par colère ni par chagrin, mais parce qu'elle avait besoin de retrouver sa dignité. Elle ne voulait pas rester s'il n'y avait aucune place pour elle, s'il n'y avait pas de mots, pas de regard qui lui disaient qu'elle comptait au-delà de son rôle. Et enfin, dans les dernières lignes, elle disait la vérité nue, sans phare, sans drame. « Je suis tombée amoureuse de toi, Julien. Pas du patron, pas du fauteuil, pas de l'homme brisé, de toi. De ta façon de rester digne malgré tout.
de ton silence qui parle plus que 1000 discours, de ton regard qui s'est adouci avec le temps. Je pars parce que je ne veux pas attendre un signe qui ne viendra peut-être jamais. Et je pars sans haine, sans rancune. Je pars avec gratitude. Si un jour tu penses à moi, sache que ce ne sera jamais une erreur. Julien lut la lettre plusieurs fois. Chaque mot résonnait différemment à chaque lecture. Il se rappelait de 1000 petits moments qu'il avait crus anodins. Un regard trop long, une main frôlée, un silence partagé. Tout prenait un autre sens. Il comprenait maintenant ce qu'il avait commencé à ressentir, sans pouvoir le nommer. Il comprenait aussi ce qu'il risquait de perdre s'il ne réagissait pas. Il tenta de la joindre par téléphone, en vain. Son numéro était toujours actif, mais elle ne répondait pas. Il envoya un message, puis un autre. Toujours rien. Le lendemain, il demanda à l'infirmière si Camille était passée. Elle répondit que non, qu'elle avait simplement déposé sa lettre et remis ses clés. Julien ressentit une douleur sourde, plus vive encore que celle de ses membres figés. Il comprit que Camille ne reviendrait pas facilement, qu'elle attendait un geste plus fort, une preuve. Il fit appel à Paul, un ami fidèle et discret, qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Il lui raconta tout, sans détour. Pour la première fois depuis son accident, il parla longuement, avec sincérité. Il expliqua ce qu'il avait ressenti, ce qu'il ressentait encore, ce qu'il avait compris en lisant cette lettre. Paul l'écouta sans l'interrompre. Puis, il lui demanda simplement « Tu veux qu'on la retrouve ?» Julien hocha la tête. Avec les peu d'informations qu'il avait, Paul entama des recherches. Il savait que Camille avait grandi en Bourgogne, qu'elle avait une mère encore en vie. En quelques jours, il retrouva une adresse. Une petite maison dans un village près de Chalon-sur-Saône. Julien réfléchit. Il pesa le pour et le contre. Mais au fond, il n'y avait plus de doute. Il ne voulait pas laisser cette histoire se terminer par une lettre. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé, même dans le silence. Il organisa le voyage. Avec Paul, il planifia chaque étape. Ce ne serait pas simple, physiquement éprouvant, mais il en était capable. Il voulait lui dire en face ce qu'il n'avait jamais su dire. Et surtout, il voulait lui montrer que malgré le fauteuil, malgré les séquelles, il était encore capable de se battre pour ce qui comptait vraiment. La lettre de Camille, posée sur sa table, resta là jusqu'à la veille de son départ. Chaque fois qu'il passait devant, il la relisait. Non pour raviver la douleur, mais pour se rappeler qu'il avait encore quelque chose à offrir. Et cette fois, il n'attendrait pas qu'on vienne vers lui. Il irait vers elle, parce qu'il le voulait, parce qu'il en avait besoin, parce que c'était elle. Le jour du départ approchait. Julien, malgré ses limitations physiques, supervisait chaque détail. Il voulait que tout soit parfaitement organisé, pas seulement pour éviter les imprévus, mais parce qu'il avait besoin de retrouver un sentiment de contrôle, de responsabilité. Depuis l'accident, c'était la première fois qu'il entreprenait quelque chose qui n'était ni imposé par les médecins, ni prévu par ses associés. C'était une démarche personnelle, volontaire, intime. Il allait vers quelqu'un, et pas n'importe qui. Il allait vers celle qu'il avait vue tomber sans jamais détourner le regard, celle qu'il avait portée sans en dire un mot, pendant les mois les plus sombres de son existence. Le voyage jusqu'en Bourgogne ne se ferait pas en train ni en voiture classique. Julien avait fait appel à un service spécialisé, une voiture adaptée, équipée pour accueillir un fauteuil roulant avec confort et sécurité. Paul, son ami fidèle, avait tout coordonné, le conducteur, les arrêts, l'hébergement sur place si nécessaire. Julien, lui, avait simplement demandé à être conduit là où Camille se trouvait. Il n'avait pas de plan précis pour la suite. Il ne savait pas si elle accepterait de le voir, encore moins si elle serait prête à lui pardonner son silence. Mais il savait qu'il devait essayer. La veille du départ, Julien dormit très peu. Il passa la nuit à relire la lettre de Camille, encore une fois. Il connaissait chaque mot par cœur désormais. Pourtant, à chaque lecture, une nouvelle nuance apparaissait. Il se souvenait de leurs échanges, de la façon dont elle avait toujours su dire beaucoup sans dire grand-chose, de ses gestes, de sa façon de faire les choses, sans attendre de reconnaissance. Il avait mis du temps à comprendre que c'était là, justement, le signe le plus puissant d'un amour sincère, celui qui ne demande rien, qui se donne dans le silence, dans la constance, dans l'absence de calcul. Le matin du départ, le ciel parisien était bas, gris, menaçant. Mais Julien ne se laissa pas impressionner. Il s'habilla avec soin, choisit une chemise propre, un pull sobre, une veste chaude. Il voulait arriver digne.
non pour impressionner, mais pour honorer ce qu'il ressentait. Paul l'aida à s'installer dans le véhicule, vérifia les fixations du fauteuil, puis prit place à ses côtés. Le moteur ronronna doucement et Paris s'éloigna dans le rétroviseur. Le trajet fut long. Les paysages défilaient, d'abord urbains, puis de plus en plus champêtres. Les immeubles laissèrent place aux champs, aux collines, aux petits villages aux toits de tuiles rouges. Julien regardait tout sans vraiment voir. Il pensait à Camille, à ce qu'il dirait, à ce qu'il ne dirait pas. Il n'était pas doué pour les grandes déclarations, mais il voulait qu'elle sente au-delà des mots la vérité de sa démarche. Ils arrivèrent en fin d'après-midi devant une maison modeste, au volet bleu clair, bordée d'un petit jardin fleuri malgré la saison encore fraîche. Paul descendit pour s'assurer qu'ils étaient au bon endroit. Une vieille dame ouvrit la porte. C'était la mère de Camille. Elle reconnut Julien immédiatement. Son regard se durcit un instant, puis se radoucit. Elle ne dit rien, mais son expression valait toutes les questions du monde. Elle le fit entrer lentement, prudemment. Paul resta en retrait. Camille n'était pas là. Elle travaillait dans une petite maison de retraite du village voisin comme aide-soignante. Sa mère proposa d'envoyer quelqu'un la chercher, mais Julien refusa. Il voulait l'attendre. Il voulait que ce soit elle qui entre dans la pièce, sans avertissement, comme il l'avait tant de fois vue entrer dans le salon parisien. Il voulait retrouver ce moment, ce battement de cœur suspendu entre deux présences. Il attendit dans un petit salon aux murs tapissés de photos anciennes. Le fauteuil était confortable, la lumière douce. Le silence, bien que différent de celui de son appartement, avait la même épaisseur. Il regardait les cadres, les visages souriants figés dans le temps, et se demandait ce que Camille avait gardé d'enfance dans son cœur. Quelle part de ce passé l'avait façonné si profondément, lui donnant cette capacité à consoler sans parler, à reconstruire sans bruit. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Julien sentit quelque chose se contracter en lui. Camille entra, encore vêtue de sa blouse blanche, les cheveux tirés, visiblement fatigués. Elle s'arrêta net en le voyant. Son visage se figea, entre surprise, émotion et peur. Elle posa lentement son sac sur une chaise. Aucun mot ne sortit. Ils se regardèrent longuement. Julien, d'une voix calme mais ferme, rompit le silence. « Je n'ai pas su te répondre quand il le fallait. Je n'ai pas su te dire ce que je ressentais. Mais je suis là, parce que j'ai compris. Parce que je ne veux pas que tout ce que tu as fait pour moi reste sans réponse. » Camille resta immobile. Ses yeux brillaient. Elle voulait parler, mais les mots ne venaient pas. Julien continua, plus doucement. « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite. Je ne peux pas te promettre de marcher à nouveau, de danser, de courir. Mais je peux te promettre que je n'oublierai jamais, que je me battrai chaque jour pour mériter ce que tu m'as donné, sans rien attendre en retour. » Camille s'approcha lentement. Elle s'agenouilla près de lui. Leurs regards se croisèrent encore, plus intenses que jamais. Elle posa une main sur son genou, puis dit enfin, d'une voix à peine audible, « Tu n'avais pas besoin de promesses. Tu avais juste besoin d'être là. Et tu es là. » Le silence reprit, mais il n'était plus vide. Il était plein d'une promesse nouvelle, d'une vérité partagée, née dans la douleur, mais portée par un amour discret, tenace, indestructible. Julien comprit, à cet instant précis, qu'il n'avait pas fait ce voyage pour la convaincre. Il l'avait fait pour se retrouver. Et qu'en retrouvant Camille, il avait retrouvé une partie de lui-même. Le retour de Camille auprès de Julien ne fut ni théâtral, ni bruyant. Il n'y eut pas de baisers enflammés, ni de grandes effusions. Il y eut à la place un silence lourd de sens, une proximité chargée d'émotions contenues, un regard échangé qui disait davantage que 1000 mots. Assis l'un en face de l'autre, dans ce petit salon de campagne, ils savaient tous deux que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Non pas un événement brutal, mais une bascule douce, puissante, née de mois de silence partagé, de gestes délicats, de douleurs comprises sans explication. Camille ne demanda rien. Elle ne posa pas de questions. Elle se contenta d'être là, assise à ses côtés, la main toujours posée sur son genou. Julien, de son côté, ne chercha pas à s'expliquer davantage. Il avait dit ce qu'il avait à dire, pas avec l'éloquence d'un orateur, mais avec la sincérité d'un homme enfin aligné avec son cœur. Et cela suffisait. Ce n'était pas un pardon qui était accordé, ni une dette qui était effacée. C'était une reconnaissance mutuelle, un choix fait en conscience, les yeux dans les yeux. Ils passèrent la fin d'après-midi ensemble,
dans cette maison modeste mais pleine de souvenirs. La mère de Camille, discrète mais bienveillante, leur apporta du thé et quelques biscuits. Elle ne fit aucun commentaire. Elle comprenait. Elle voyait dans le regard de sa fille une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une forme de paix, de certitude tranquille. Julien, lui, redécouvrait l'atmosphère d'un foyer simple, chaleureux, sans apparat, sans faux semblants. Et il s'y sentait bien, étonnamment bien. Le soir venu, Camille proposa qu'il reste dormir là. La chambre d'amis était petite mais fonctionnelle, et Paul, toujours présent, se chargea d'installer Julien confortablement. Il ne protesta pas. Il avait besoin de rester, de prolonger ce moment suspendu, de laisser à cette nouvelle réalité le temps de s'installer. Le dîner fut léger, partagé autour d'une table en bois un peu bancale, à la lumière tamisée d'une vieille lampe posée sur un buffet. Ils parlèrent peu, mais chaque mot avait un poids nouveau. Ils ne parlaient aussi plus pour combler, mais pour dire juste. Le lendemain matin, Julien se réveilla tôt. Il entendait les bruits familiers d'une maison en éveil. Les pas dans le couloir, l'eau qui coule, les oiseaux dehors. Il se sentait reposé, ce qui était rare depuis son accident. Camille frappa doucement à sa porte avant d'entrer. Elle portait un plateau avec du café, du pain frais et de la confiture maison. Elle s'approcha, lui tendit une tasse, puis s'assit sur le rebord du lit médicalisé. Elle le regarda longuement, sans sourire exagéré, sans attente. Julien prit une gorgée de café, puis dit doucement « Je veux que tu rentres avec moi ». Camille ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la tasse entre ses mains, pensive. Puis, relevant les yeux vers lui, « Tu es sûr de ce que tu me demandes? Ce n'est pas juste de la gratitude ou du soulagement après toutes ces émotions. » Julien secoua lentement la tête. « Je suis sûr, parce que tu m'as vu dans ce que j'ai de plus vulnérable. Et tu ne t'es pas détourné. Tu n'as jamais exigé, jamais réclamé. Tu m'as offert ta présence, ta force, ton silence. Et maintenant, je veux construire quelque chose avec toi, pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens. » Camille respira profondément, émue. Ce n'était pas une demande passionnée, mais une invitation à la sincérité, à la construction. Elle accepta sans cérémonie, d'un simple hochement de tête. Julien sourit, un vrai sourire cette fois, celui d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, se sentait à sa place. Ils rentrèrent à Paris quelques jours plus tard. Le voyage, bien que fatigant, fut apaisé. Camille s'occupait de tout, naturellement. Paul, rassuré, se retira avec discrétion une fois qu'ils furent de retour dans l'appartement de Julien. Là encore, les choses ne changèrent pas brutalement. Camille reprit ses habitudes de manière fluide. Elle ne réinvestit pas sa place de femme de ménage, mais elle continua à organiser l'espace, à s'assurer que tout soit pratique, agréable, chaleureux. Julien fit adapter l'appartement davantage. Une rampe fut installée à l'entrée, les meubles furent repositionnés, certaines pièces réaménagées pour qu'ils puissent y vivre pleinement à deux. Il engagea une aide ponctuelle pour les soins médicaux, libérant Camille de cette charge. Il voulait qu'elle ait le choix, qu'elle soit avec lui par amour et non par devoir. Petit à petit, leur quotidien s'installa. Ils prenaient leurs repas ensemble, faisaient des promenades dans le jardin de l'immeuble, regardaient des films en fin de journée. Julien reprit contact avec certains de ses anciens collègues, relança quelques projets professionnels à petite échelle, mais il ne voulait plus revivre l'intensité de sa vie d'avant. Il avait compris que le pouvoir et la reconnaissance sociale ne valaient rien comparé à la paix d'un foyer sincère. Camille, de son côté, décida de reprendre ses études à distance. Elle s'inscrivit à une formation d'aide-soignante certifiée, encouragée par Julien. Il lui créa un espace de travail dans le bureau, acheta les livres nécessaires, l'aidait parfois à réviser. Elle avait toujours été studieuse, appliquée, et maintenant elle avait un objectif clair, ne plus être seulement une survivante, mais une actrice de sa propre vie. Leur relation évoluait dans le respect du rythme de chacun. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'urgence. Ils construisaient un lien solide basé sur la confiance, l'admiration mutuelle, la reconnaissance de leurs fragilités respectives. Julien n'était plus l'homme puissant d'autrefois, et Camille n'était plus l'ombre discrète qui nettoyait derrière lui. Ils étaient devenus deux êtres égaux, réunis par une expérience humaine rare, profonde. Le soir, avant de dormir, il lui prenait parfois la main sans un mot, et elle la gardait dans la sienne, simplement. Ce geste répété chaque nuit valait toutes les promesses, parce qu'il disait l'essentiel « Je suis là, et je resterai ». Les semaines s'écoulèrent dans une harmonie qu'aucun des deux n'avait vraiment anticipée.
Il ne s'agissait pas d'une idylle pleine d'euphorie ou de grands gestes romantiques, mais d'une cohabitation paisible, construite sur le respect profond, l'admiration mutuelle et la volonté sincère de faire exister un quotidien à deux. Julien, qui autrefois redoutait l'idée même de dépendre de quelqu'un, découvrait maintenant que l'autonomie ne signifiait pas toujours l'isolement. Il comprenait qu'être aidé par quelqu'un qui vous aime pouvait être une forme de liberté, et non une faiblesse. L'appartement, autrefois conçu pour impressionner, pour représenter son succès et sa position sociale, s'était peu à peu transformé en un véritable lieu de vie. La décoration n'était plus seulement élégante, elle était maintenant fonctionnelle, douce, chaleureuse. Camille avait ajouté des coussins, déplacé des meubles, suspendu de petites plantes au rebord des fenêtres, changé les rideaux pour des tissus plus clairs. Rien d'extravagant, mais chaque détail racontait désormais une histoire partagée. Julien passait ses matinées à travailler à distance. Il avait recentré ses activités professionnelles sur des projets plus humains, des investissements dans des structures de soins, des initiatives solidaires pour les personnes en situation de handicap, des programmes de formation à l'accessibilité. Il utilisait son influence non plus pour générer des profits à tout prix, mais pour créer un impact concret. Cette nouvelle orientation lui donnait un sens qu'il avait perdu bien avant l'accident, sans même s'en rendre compte. Camille, de son côté, poursuivait avec sérieux sa formation d'aide-soignante. Elle étudiait chaque soir, souvent à la table du salon, un stylo dans une main, un livre dans l'autre, concentrée, déterminée. Julien l'observait parfois sans qu'elle s'en rende compte, admirant cette volonté tranquille qui ne cherchait ni l'admiration ni la reconnaissance. Elle n'étudiait pas pour changer de vie, elle étudiait pour approfondir celle qu'elle avait choisie. Leur journée suivait un rythme régulier, apaisant. Le matin, après le petit déjeuner, ils faisaient une courte promenade dans la cour intérieure de l'immeuble, Julien dans son fauteuil, Camille à ses côtés. Ils discutaient de tout et de rien, parfois en silence, parfois en riant doucement. À midi, ils cuisinaient ensemble. Julien adorait la voir manipuler les ingrédients, improviser une recette à partir de presque rien. Il n'avait jamais su cuisiner, mais il aimait l'écouter lui expliquer chaque étape, chaque mélange de saveurs. L'après-midi était souvent consacré à leurs projets respectifs, et le soir, ils se retrouvaient autour d'un dîner simple, suivi d'un film, d'un livre lu à deux, ou simplement de longues discussions à la lumière tamisée. Ils avaient redécouvert le plaisir de ne rien faire ensemble, de partager un moment sans qu'il soit nécessairement productif ou spectaculaire. Le silence entre eux n'était jamais pesant. Il était rempli de cette compréhension profonde que seuls ceux qui ont traversé la douleur peuvent développer. Les amis de Julien, ceux qui étaient restés après l'accident, venaient parfois leur rendre visite. Tous, sans exception, furent frappés par le changement. Julien n'était plus ce cadre pressé, froid, toujours dans le contrôle. Il était plus calme, plus attentif, plus ancré. Et Camille, bien qu'un peu intimidée au départ, s'imposait naturellement par sa bienveillance et son intelligence discrète. On voyait dans leurs gestes, dans leur manière de se parler, une complicité rare, faite de respect profond et de tendresse contenue. Julien avait aussi renoué avec ses parents, avec qui les relations avaient été tendues depuis des années. Ils vinrent un week-end, curieux de rencontrer cette femme dont il leur avait tant parlé. Le déjeuner fut simple, sans protocole, mais riche en émotions. Le père de Julien, habituellement réservé, déclara à la fin du repas qu'il n'avait jamais vu son fils aussi serein. Et la mère de Julien, émue, prit la main de Camille dans la sienne pour la remercier en silence. C'était comme si, à travers elle, une partie de la famille s'était réparée. Camille, de son côté, retourna quelques jours dans son village natal pour aider sa mère souffrante. Julien l'encouragea, insista même pour qu'elle prenne le temps nécessaire. Elle partit à contre-cœur, inquiète de le laisser seul, mais il lui promit qu'il se débrouillerait. Lorsqu'elle revint, il l'attendait à la fenêtre, le regard brillant. Elle entra dans l'appartement, posa sa valise, et sans un mot, ils s'enlacèrent longuement, leur corps s'ajustant avec une précision que seule l'habitude du cœur pouvait créer. Les mois passèrent, marqués par une stabilité nouvelle. Julien, bien qu'encore limité physiquement, avait retrouvé une forme d'autonomie psychique et affective. Il n'était plus cet homme détruit, replié sur lui-même, enfermé dans un fauteuil qu'il vivait comme une prison. Il était devenu un homme debout, autrement. Un homme qui avait appris à s'ouvrir, à donner, à recevoir. Camille, quant à elle, n'était plus cette femme de ménage discrète que l'on oublie en sortant.
Elle était devenue une femme accomplie, une présence essentielle, une lumière discrète mais constante. Ils n'avaient jamais mis d'étiquette sur ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Ils ne parlaient pas d'engagement, de mariage ou d'avenir lointain. Ils vivaient le présent avec une intensité rare, conscients de la fragilité de chaque instant. Et c'était cela, leur véritable force. Ne rien attendre, mais tout accueillir. Aimer non pas pour combler un vide, mais pour enrichir ce qui existe déjà. Un soir, alors qu'ils regardèrent les lumières de la ville depuis le balcon, Camille dit doucement « Tu sais, je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait devenir ça. » Julien tourna la tête vers elle, puis répondit « Moi non plus, et c'est sûrement pour ça que c'est aussi vrai. » Ils restèrent là, dans la nuit qui tombait, unis non par une promesse, mais par une certitude silencieuse. Celle qu'ils avaient trouvée dans la simplicité, quelque chose de plus fort que tout ce qu'ils avaient reconnu avant. Le temps passa, lentement mais sûrement, avec la régularité douce d'une horloge ancienne qui ne fait plus de bruit, mais continue de battre. Les jours se succédaient dans l'appartement devenu un foyer, entre rituels familiers et silence complice. Les saisons défilaient, laissant leurs marques sur les rebords des fenêtres, sur les fleurs du balcon, sur les lumières changeantes du salon. Et au milieu de ce décor en perpétuelle transformation, Julien et Camille demeuraient, liés par une tendresse solide, bâtie dans la douleur, consolidés dans l'acceptation et nourris chaque jour par le choix conscient de rester ensemble. Julien avait cessé de compter les jours depuis l'accident. Il ne mesurait plus le temps en termes de perte ou de récupération. Il le vivait, simplement, entièrement. Ce qui importait désormais n'était plus ce qu'il avait laissé derrière lui, mais ce qu'il construisait chaque jour avec Camille. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas glorieux, mais c'était réel, et c'était suffisant. Il ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. Il cherchait à être juste, à vivre en cohérence avec ce qu'il avait compris de la vie, que la force ne réside pas dans la domination ou dans la performance, mais dans la capacité à aimer, à écouter, à accueillir. Camille, elle aussi, avait changé. Ce n'était pas visible au premier regard. Elle n'avait pas radicalement transformé son apparence, ni adopté un style de vie flamboyant, mais elle avait pris sa place, pleinement. Elle ne se tenait plus en retrait, n'évitait plus les compliments, ne s'excusait plus d'exister. Elle parlait avec assurance, elle riait plus souvent, elle osait exprimer ses désirs. Elle n'était plus une femme de l'ombre. Elle était la lumière douce mais ferme qui guidait leur quotidien. Ils avaient appris à vivre avec le fauteuil. Il ne représentait plus une limite mais une donnée, une partie de leur réalité. Ils l'avaient intégrée, adaptée, apprivoisée. Ils avaient aussi appris à vivre avec les regards des autres, avec les questions maladroites, avec les jugements silencieux. Au début, cela dérangeait Julien. Puis il avait compris que ce qui comptait, ce n'était pas ce que les autres voyaient, mais ce qu'ils vivaient, lui et Camille. Et dans leur monde à eux, fait de gestes patients, de regards honnêtes, d'efforts partagés, il n'y avait plus de place pour la honte ou la gêne. Ils avaient voyagé, pas loin, pas souvent, mais suffisamment pour s'ouvrir au monde sans renoncer à leur rythme. Ils avaient visité la Bretagne, une petite maison au bord de la mer, perdue entre les falaises et les champs. Camille y avait cueilli des herbes sauvages, préparé des tisanes, pendant que Julien lisait à voix haute des poèmes oubliés. Ils avaient aussi passé quelques jours dans le Jura, dans une auberge accessible, où les hôtes, charmés par leur complicité, les avaient traités comme des invités d'honneur. À chaque voyage, ils revenaient plus soudés, comme si chaque lieu traversé ajoutait une pierre à leur édifice intime. Un soir, dans la cuisine, alors qu'ils préparaient ensemble un dîner simple, Camille s'arrêta soudain, tourna la tête vers Julien et lui dit « Tu te souviens du jour où je t'ai apporté cette soupe, celle de ma grand-mère ?» Il sourit et répondit « Je crois que c'est le jour où j'ai recommencé à vivre. » Elle se rapprocha, posa une main sur son épaule et ajouta « Moi, c'est le jour où j'ai compris que j'étais déjà en train de t'aimer. » Ces mots, prononcés sans tremblement, sans calcul, restèrent suspendus un moment dans l'air. Julien, touché, ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de tendre la main vers elle, de l'attirer doucement contre lui et de poser son front contre le sien. Aucune déclaration, aucune promesse, mais une certitude profonde. Ils étaient arrivés là où tant d'autres avaient renoncé. Des années plus tard, les souvenirs du passé n'étaient plus des plaies. Ils étaient devenus des repères, des fondations. Julien ne revoyait plus l'accident comme une tragédie,
mais comme le tournant nécessaire vers une vie plus vraie. Il ne pensait plus à Sophie avec amertume, mais avec une forme de détachement serein. Il savait qu'elle n'avait pas été capable de rester, et que Camille, elle, avait été capable de rester sans rien demander. Et cela suffisait pour donner un sens à tout. Ils n'avaient jamais fixé de date pour un mariage, jamais parlé de formaliser leur union. Leur engagement était quotidien, invisible, mais inébranlable. Chaque matin où Camille l'aidait à se lever, chaque soir où Julien préparait une infusion pour elle, chaque fois qu'il riait d'un détail insignifiant ou qu'il se soutenait dans un moment de doute, il renouvelait silencieusement ce pacte d'amour fondé sur l'attention, la patience et la vérité. Lors d'une interview pour une fondation qu'ils soutenaient ensemble, un journaliste demanda à Julien « Comment définiriez-vous votre histoire avec Camille en un mot ?» Julien, après un court silence, répondit « Résilience ». Le journaliste sembla surpris, s'attendant à une réponse plus romantique. Julien sourit alors et ajouta « Parce que c'est un amour qui a survécu à l'indifférence, à l'injustice, au silence. Un amour né d'un geste simple qui a grandi sans bruit et qui aujourd'hui tient debout, comme moi. » Et en effet, même si Julien ne marchait plus, même s'il avait perdu l'usage d'une partie de son corps, il s'était redressé dans son âme, dans son cœur, dans son humanité. Il n'était plus cet homme que la vie avait mis à genoux. Il était devenu un homme entier, debout à sa façon, grâce à une femme qui, un matin, avait simplement tendu une cuillère de soupe sans rien attendre en retour. L'amour entre Julien et Camille n'avait pas besoin de discours grandiloquents ni de photos parfaites pour exister. Il vivait dans les gestes, dans les regards, dans la force tranquille de ceux qui ont choisi de rester là où d'autres seraient partis. Et lorsque Julien fermait les yeux le soir, il ne revoyait plus l'accident, ni la trahison, ni les heures d'hôpital. Il revoyait simplement cette main tendue dans la pénombre, ce bol de soupe fumant, ce regard clair qui disait « Tu n'es pas seul ». Parce qu'au fond, c'était cela l'amour véritable, pas celui qui promet, mais celui qui reste. Et Camille était restée, jusqu'au bout, toujours,